Bien, il est 9h30. Je vous propose de commencer, et puis du coup, ça fera venir, le reste des participantes et des participants. Bienvenue à ce webinaire ESS et changement d'échelle. Pourquoi et comment? C'est donc le premier webinaire d'un cycle, qui s'ouvre aujourd'hui. Hem, alors, petite info, préalable avant qu'on commence, en termes d'interaction, vous êtes donc sur un support sur une application de webinaire. Donc dans ce qui est, pour ce qui est du chat, donc discussion, vous pouvez, discuter, partager vos commentaires et des informations. En revanche, lorsque vous souhaiterez, poser des questions, et vous pouvez le faire au fil de l'eau, à nos intervenants et nos intervenantes, je vous invite à utiliser le dispositif qui s'appelle, questions et réponses, Q&R, que vous voyez la petite icône. Pour cela, du coup, ces questions-là n'apparaissent que pour les intervenants qui sont panélistes. C'est pourquoi, du coup, je ferai votre porte-voix et je lirai votre question à voix haute. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et elles seront, on y portera une réponse en fin de webinaire. Voilà, donc aujourd'hui, on est ensemble de 9h30 à 10h30. Au sommaire, vous aurez tout d'abord un mot d'accueil de Cécile Leclerc, la directrice générale de l'AVIS. Ensuite, moi-même, Marielle Zietz, chargée de mission à l'AVIS, je ferai un rapide décryptage sur le changement d'échelle, côté plutôt théorique. Et ensuite, on passe à la pratique avec un témoignage de Jean-Guy Henkel, qui est fondateur des Jardins de Cocagne et président du réseau Métamorphose. Et comme je vous le disais, on aura un temps de questions-réponses avec vous. Et pour cela, du coup, utilisez bien le dispositif questions et réponses avec la petite icône. Et on y répondra à la fin. Pour celles et ceux qui auraient vu sur une première communication qu'on avait la ministre, la secrétaire d'État chargée de l'économie sociale et solidaire et responsable, Olivia Grégoire, devait nous faire le plaisir d'intervenir. Finalement, elle a été retenue en dernière minute. Donc voilà, on l'excuse bien sûr, et ça aurait été avec plaisir. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Cécile Leclerc. Bonjour à tous, merci Marielle. Donc, on est aujourd'hui ensemble pour un cycle. On introduit un cycle de webinaires du coup sur, comme on le disait, changement d'échelle ESS. L'objectif de ce cycle, c'est vraiment d'expliquer du coup ce qu'est le changement d'échelle, de vous donner envie, bien sûr, à chacun de vous intéresser et de penser la stratégie de changement d'échelle, le cas échéant, de votre projet ou de votre structure, et donc de réussir à vous donner tous les conseils les plus pertinents pour effectuer ce changement d'échelle. Donc, on a choisi d'organiser un cycle de 5 webinaires en comptant celui-ci, du coup, en fonction de l'ensemble des stratégies les plus générales de changement d'échelle. Donc, il y en aura d'avril au mois d'octobre, vous le voyez, donc retenez bien les dates qui sont projetées pour y participer et pouvoir naviguer de la duplication à la diversification, aux coopérations, en passant par les fusions. Voilà, aujourd'hui, c'est le séminaire de lancement, donc on va se concentrer vraiment sur la définition du coup du changement d'échelle dans sa globalité. Alors, pourquoi la VISE organise ce cycle de webinaires? Alors, je vais vous dire 2 mots sur la VISE et puis après, on fera un petit focus du coup sur notre spécialité, notre expertise changement d'échelle. Donc, la VISE, c'est une association. Concrètement, c'est une trentaine de personnes qui a pour mission d'accompagner le développement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale. Et donc, vous le voyez sur le schéma qui est projeté, on s'intéresse à chaque étape du cycle de vie d'un porteur de projet qui devient du coup après une entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on va, pour ces phases de création, de consolidation, de changement d'échelle et les enjeux d'évaluation de son impact, avoir 2 principaux leviers d'intervention. On va vous fournir des outils et on va animer des accompagnateurs. Alors, vous fournir des outils, c'est les outils que vous trouvez sur le site avis.org. Et donc, c'est à la fois des articles de décryptage, des cartographies des acteurs qui peuvent vous accompagner pour vous orienter, alors, on change les diapos, mais pourquoi pas. C'était pour dire, en effet, peut-être qu'on avait sur ce site, on reviendra après sur les grands chiffres, mais du coup, on va, dans les outils, du coup, vous fournir aussi par secteur d'activité, par exemple, par besoin social à couvrir, des dossiers thématiques dans lesquels vous aurez l'écosystème des acteurs qui l'accompagnent et qui la financent, les grandes questions à se poser, une quinzaine d'innovations sociales qui sont décryptées pour pouvoir vous inspirer.
Donc, encore une fois, c'est voilà, de l'outillage à toutes les étapes de votre développement, quel que soit votre secteur d'activité dans l'économie sociale et solidaire. Et puis, notre deuxième moyen d'action, il est plus indirect, il est d'animer les acteurs qui sont présents sur le territoire et qui vous accompagnent pour le coup au quotidien. Donc, ça va être dans les phases de création par l'animation de la communauté émergence et accélération qui réunit tous les incubateurs. Donc, il y a une centaine de structures, 150 dispositifs qui sont des incubateurs dédiés du coup aux projets d'innovation sociale et d'économie sociale et solidaire. Dans les phases de consolidation, c'est de jouer le rôle d'opérateur national du DLA, du dispositif local d'accompagnement. Donc, si vous ne le connaissez pas, c'est un dispositif de politique publique qui, sur chaque territoire, permet d'accueillir un dirigeant d'entreprise de l'ESS, de faire un diagnostic avec lui et de financer un parcours d'accompagnement et notamment de l'expertise et du conseil pour l'accompagner, y compris évidemment dans des enjeux de stratégie et de changement d'échelle. Il y a plus de 6000 structures accompagnées par an par le DLA. Le changement d'échelle, on fera un petit focus après. Et puis, les enjeux d'évaluation d'impact, peut-être retenir qu'on lance cette année un dispositif qui s'appelle, on généralise un dispositif qui s'appelle Cap Impact. Et du coup, tout l'objectif, c'est comment est-ce qu'on fait monter en compétences tous les accompagnateurs un peu généralistes pour pouvoir vous accompagner aussi dans vos premiers pas dédiés à vos enjeux d'évaluation et de mesure d'impact social. Et en transversalité de tout ça, on va travailler sur ce qu'on a appelé la structuration des écosystèmes territoriaux d'accompagnement de l'ESS. Et tout le sujet, c'est comment, évidemment, sur les territoires, on favorise le fait que les métropoles, les régions, les acteurs du développement économique, les acteurs de la ruralité, tous, ils sont ancrés et articulés avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire de manière à pouvoir développer des coopérations et des dynamiques de développement sur les territoires. Donc, pour faire ça, on réunit dans nos membres la plupart des grandes familles et de grands acteurs qui portent l'économie sociale et solidaire en France. Et puis, on est largement soutenu du coup par les pouvoirs publics et les fonds européens, le Fonds social européen, avec un grand partenariat stratégique avec la Banque des territoires, qui bien sûr, on le voit bien dans toutes ses dimensions, est articulée avec la mission de la vie sur l'économie sociale et solidaire. Et on a également un certain nombre de programmes que je ne vais pas présenter ici avec des partenaires privés. Quelques chiffres clés, du coup, pour illustrer, je vous parlais du portail avis.org, c'est 320 000 visiteurs uniques, donc c'est vous qui venez chaque année pour trouver du coup des outils et des sources d'inspiration. Et puis, c'est plus de 300 acteurs du coup de l'accompagnement qu'on peut animer au niveau national. Je vais ensuite donc faire un tout petit zoom sur le changement d'échelle. Le changement d'échelle, c'est déjà donc, des outils, je le disais, donc plusieurs publications, dont un guide pratique du coup à l'orientation des structures de l'ESS qui s'appelle Stratégie pour changer d'échelle. Et on vient de publier la 2e édition du guide en janvier 2021. Donc, vous pouvez le télécharger sur avis.org. C'est également, bien sûr, on ne fait jamais d'outillage tout seul, donc c'est des ateliers de formation, de sensibilisation, le webinaire qu'on fait aujourd'hui pour du coup rendre plus pédagogique les différents outils qu'on peut produire. Et puis, c'est du coup des dispositifs. Donc, j'ai déjà parlé du DLA, donc, qui peut vous accompagner, vous, dirigeants de l'ESS, sur quelle que soit votre implantation territoriale. C'est également des programmes vraiment d'accompagnement dédiés. Et là, on a cité PINS, je fais un petit zoom juste après. On est également, dans le cadre de ces programmes d'accompagnement, un des opérateurs du fonds qui est coporté par un certain nombre d'investisseurs, dont la Banque des territoires, et qui permet de travailler les phases de préparation vraiment au changement d'échelle d'ampleur dans le cadre d'un accompagnement qui prend la forme d'une avance remboursable. Et on est également financeur, ce que je n'ai pas eu le temps de dire tout à l'heure, dans la mesure où on est organisme intermédiaire du Fonds social européen. Donc, vous l'avez peut-être vu, à l'automne dernier, on a pu lancer un appel à projet pour financer justement le changement d'échelle. On l'avait déjà fait il y a 3 ans et on le refera dans les années à venir. Donc, on peut, grâce au FSE, participer au financement à hauteur de 50% de tout ce qui est ingénierie, stratégie, du coup RH également, voilà, pour travailler les phases de changement d'échelle. Si vous n'avez pas vu passer l'appel à projet, c'est que vous n'êtes pas inscrit à notre newsletter. Et du coup, je vous invite à aller sur le site Portail Avis.org pour vous y inscrire. Le programme PINS.
Le programme Mine, c'est un petit focus parce qu'on est en plein dedans, puisqu'il est actuellement ouvert à la candidature. Donc, c'est pour ça qu'on propose de faire un petit focus. C'est un programme du coup qu'on coporte avec la Fondation Massif et qui est vraiment un programme dédié à l'essaimage d'innovation sociale, donc le changement d'échelle par stratégie d'essaimage et de duplication. C'est un programme qui est très complet dans la mesure où il va chaque année prendre une petite promotion d'une dizaine du coup, de structures de l'ESS qui sont dans des phases de changement d'échelle, et il va apporter de l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel, un fonds d'ingénierie pour solliciter de l'expertise, du transfert de savoir-faire de dirigeant à dirigeant, et on sait à quel point c'est utile en complément de l'expertise, et qui va permettre aussi, à la fin du programme, d'accéder à une communauté d'anciens du programme, d'alumni, qu'on vous présente dans la diapo suivante. Ce programme, il a également une petite particularité, c'est qu'il permet d'avoir une dotation financière de 20 000 euros. Ces 20 000 euros, c'est pour s'assurer que le dirigeant opérationnel de la structure, il pourra dégager du temps pour se consacrer à ce programme et se consacrer du coup et participer activement à ce programme d'accompagnement. Vous voyez donc là, je ne vais pas les décrire, mais vous voyez déjà les 43 lauréats actuels qui ont bénéficié du programme et qui du coup font partie de la communauté des alumni. Et puis, donc je vous le disais, il est en cours, donc jusqu'au 6 avril 2021, vous pouvez candidater. Et grosso modo, c'est toute structure de l'ESS à vocation d'intérêt général. Or, dans la mesure où c'est soutenu par une fondation hors entreprise commerciale à statut ESUS, vous devez être porteur d'une innovation sociale globalement qui a prouvé son impact, et c'est pour ça que vous êtes dans la phase de changement d'échelle de cette innovation. Et voilà, avec tout un tas de domaines que je ne vais pas détailler parce que globalement, on parle de la mobilité, de l'habitat, de la santé, enfin globalement, voilà, des enjeux de besoins sociaux à couvrir sur les territoires. Vous avez toutes les informations sur programme-pins.org. Et du coup, si vous êtes mature pour cette phase-là, on vous incite bien entendu à candidater au programme. Je crois que j'ai fini ma partie et je vais passer la parole à Marie-Else Zid du coup, pour rentrer dans le fond du sujet. Merci Cécile. Tout à fait. Donc, on enchaîne avec un petit décryptage, comme vous le disiez, plutôt la partie un peu théorique, et ensuite on passera à la partie pratique. Alors, pour commencer, on souhaite faire un petit sondage avec vous. Donc, je vais lancer le sondage à l'instant. Normalement, il s'affiche à l'écran. L'objectif, c'est de savoir un peu voilà, qui vous êtes, quel est votre profil, et puis votre lien avec le changement d'échelle. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que le sondage, que le changement d'échelle pour vous, pardon. Donc voilà, vous pouvez répondre. Normalement, vous avez un sondage qui s'affiche à l'écran. Donc voilà, on va se laisser encore 10 secondes. C'est un sondage flash et vous aurez les résultats. Donc ça sera intéressant pour vous. C'est pour un peu, voilà, qu'on apprenne à se connaître, même si on est beaucoup et qu'on ne pourra pas tous parler. Allez, voilà, on est à 30% de vote pour l'instant. Ça augmente. Allez-y, on ne se laisse plus que 5 secondes. Allez, 5. Allez, 60%, super. J'attends encore 3 secondes pour qu'on ait quand même des chiffres significatifs. 70%, c'est déjà pas mal. Si on arrive à 80, c'est super. Allez, 75, super. Je m'arrête maintenant. 1, 2, 3, c'est fini. Et voilà, vous avez... alors, je partage les résultats. Normalement, les résultats s'affichent. Donc, en majorité, vous êtes plutôt des professionnels de l'accompagnement et ou du financement. Et ensuite, c'est assez... voilà, soit vous êtes entrepreneur social ou dirigeant de structure de l'ESS, salarié d'une structure de l'ESS, et ensuite, on a salarié ou bénévole, et ensuite, quelques porteurs de projets quand même, quelques étudiants. Merci. Et donc, pour vous, c'est majoritairement un grand point d'interrogation. Ça tombe bien, puisqu'on va en parler à l'instant. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Alors, rentrons dans le fond du sujet. On vous propose d'aller d'abord sur un côté un peu définition. Qu'est-ce que le changement d'échelle? Ensuite, pourquoi on change d'échelle? Comment on peut changer d'échelle? Et quelles ressources existent pour m'accompagner dans mon changement d'échelle? N'hésitez pas, bien sûr, à poser vos questions dans Q&R ou de réagir dans le chat. Donc, qu'est-ce que le changement d'échelle, tout d'abord?
Donc, alors, c'est un sujet qui est longuement discuté par plusieurs acteurs. Tout ce que je vais dire, c'est de manière assez humble ce que nous, on a développé à la Vise, mais bien sûr, ça peut se challenger, n'hésitez pas à réagir. Nous, en tout cas, la manière dont on le définit, le changement d'échelle, c'est un processus par lequel la structure cherche à maximiser son impact social en s'appuyant sur son écosystème, en développant son organisation. Donc vraiment, le terme important là, c'est maximiser son impact social. C'est pourquoi ça ne se confond pas forcément avec la croissance, voilà, comme d'autres stades de développement. Et ça nécessite bien sûr de trouver un équilibre entre l'équation financière et l'équation sociale, donc de trouver un modèle socio-économique pérenne et qui permet de soutenir ce changement d'échelle. Donc, maximiser son impact social. Mais alors, impact social, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas le sujet, mais juste pour vous dire que bien sûr, derrière impact social, il y a différents domaines sur lesquels on peut avoir un impact et pas seulement le social en tant que tel. Le social va inclure également des aspects environnementaux, des aspects sociétaux, politiques, etc. Et donc là, à l'écran, s'affiche juste 5 exemples de structures qui ont toutes un impact social, mais qui va se qualifier de manière différente. On peut parler de ménages logés, de personnes accompagnées pour sortir du surendettement, de déchets collectés, de nombre de bénéficiaires. Donc, comme vous le voyez, quand on parle de maximiser son impact social, l'impact social, il peut revêtir différents types d'impact, différents domaines, et pas seulement le social comme on l'entend. Voilà, c'est des sujets parfois qu'on a, mais juste pour clarifier cela. Donc, changement d'échelle, on a parlé de maximiser son impact social. Maintenant, le mot changement d'échelle en tant que tel, on peut en fait parler de différentes échelles. En fait. Et du coup, nous, on vous propose de bien faire la différence entre le niveau macro et le niveau micro. Le niveau macro, on est plus sur du coup des enjeux d'augmentation du nombre de structures dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, le développement des structures existantes et la structuration et le renforcement de l'écosystème. Ça sera un niveau macro. Donc, il y a des enjeux spécifiques là-dessus. Ensuite, il y a effectivement le niveau plus micro qui est à l'échelle d'une structure d'utilité sociale. Et là, c'est donc bien le processus par lequel la structure va chercher à maximiser son impact social. Et c'est plutôt à cette échelle-là qu'on va parler là, dans la suite de ce petit décryptage. Donc, maximiser son impact social, mais qu'est-ce que ça veut dire maximiser? On peut maximiser de différentes manières. Donc, par exemple, on en a mis 3, il y en a peut-être sûrement d'autres. En tout cas, une première, ça peut être d'avoir plus d'impact sur chaque bénéficiaire, c'est-à-dire que le nombre reste ISO, vous avez le même nombre de bénéficiaires, mais vous allez chercher plus d'impact, donc vous allez mieux répondre éventuellement à leurs besoins ou répondre à de nouveaux besoins qui émergent. Ça peut être également en termes de nombre de bénéficiaires, tout simplement, hein, sur un objectif quantitatif. Je reste sur mon territoire, par exemple, Occitanie, mais j'ai envie d'avoir beaucoup plus de bénéficiaires. Ou alors, je cherche de nouveaux bénéficiaires, donc ça peut être de nouveaux types de bénéficiaires. Par exemple, je m'adresse qu'aux jeunes, mais là, maintenant, j'aimerais bien également avoir un impact sur ma problématique, mais auprès des personnes âgées, par exemple. Ou alors, je cherche de nouveaux bénéficiaires, le même type de profil, mais sur de nouveaux territoires, et je vais essayer de m'adapter aux nouveaux territoires. Donc ça, c'est juste pour dire que maximiser, ça peut être fait de manière différente. Et ensuite, dernier petit point sur le côté définition, et à nouveau, c'est peut-être enfin là, c'est peut-être la partie qu'on peut le plus challenger. Quand est-ce qu'on parle de changement d'échelle? Alors, c'est très compliqué. En pratique, ça diffère bien sûr d'une structure à une autre. En tout cas, ce qu'on a observé, si on essaie de simplifier, on a dans le cycle de vie d'une entreprise sociale, on peut avoir l'identification de l'opportunité. On va expérimenter un modèle, on crée une structure. Là, on arrive à un premier palier. Soit la structure, du coup, répond à un besoin avéré et elle va continuer à se modéliser, soit elle va s'arrêter, soit parce que voilà, elle ne réussit pas à répondre aux besoins ou elle ne trouve pas son modèle socio-économique pour se pérenniser. Ensuite, si elle continue, si elle se modélise, elle va faire la preuve de son concept. Donc, elle a une utilité sociale, elle a un impact social, elle a un modèle économique stable. Voilà. Et donc là, plusieurs cas de figure. Soit à nouveau, elle décline parce que peut-être le besoin n'existe plus, où elle ne trouve plus ensuite son modèle économique, ou alors elle est stable, elle va rester sur le même périmètre, ou bien justement elle va chercher à passer à un autre palier. Et donc là, on sera potentiellement, par exemple, sur du changement d'échelle, si elle va avoir un stade de développement qui va avoir un impact sur son organisation, sur son activité, sur ses partenariats, et tout un tas d'autres conséquences qui vont qualifier cette entreprise en changement d'échelle.
Donc ça, c'était des petits aspects de définition, juste pour qu'on se mette d'accord. Donc à retenir, c'est le changement d'échelle, c'est un processus par lequel une structure va chercher à maximiser son impact social et il peut être de différentes natures. Ça peut être un impact environnemental, social, sociétal, politique et c'est à l'échelle d'une structure qui cherche à se développer. Donc voilà, maintenant qu'on a parlé de qu'est-ce que le changement d'échelle, pourquoi on change d'échelle? Quelles peuvent être les raisons? Alors, à nouveau, ça peut être l'objet d'une bien plus longue séance, mais en tout cas, si on simplifie, on vous propose de regarder 3 blocs de raisons, on va dire. Pour cela, il y a 3 sources de motivation qui peuvent motiver cette intention de changement d'échelle. Premièrement, l'analyse interne de la structure. On va regarder en fait ce qu'elle sait faire. Ensuite, on peut regarder l'intention stratégique de la structure, ce qu'elle veut faire. Et ensuite, l'analyse externe de l'environnement, ce qu'il faut faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a derrière? En termes d'analyse interne de la structure, ce que la structure sait faire, là, une motivation peut être de voir qu'une structure a fait la preuve de son concept et de l'impact social qu'elle a sur ses bénéficiaires, par exemple. Qu'elle est viable économiquement et qu'elle a une organisation, une structuration RH qui est mature. Ça, par exemple, ça peut être des feux verts qui peuvent être une source de motivation. J'ai franchi ce cap, j'ai envie d'aller plus loin et de faire évoluer ma structure au bénéfice de mon impact social. Deuxième source de motivation, ça peut être du coup l'intention stratégique de la structure et ça va être clé. Ici, c'est ce que la structure souhaite faire. Donc là, il s'agit de regarder si la vision, la mission et l'ambition sont claires et partagées surtout parmi les parties prenantes, notamment la gouvernance, comment se positionne-t-elle par rapport à cette ambition. Par exemple, voilà, je sais qu'à 5 ans, ma structure, j'aimerais qu'elle ait un poids politique, qu'elle puisse avoir un poids de plaidoyer. Et dans ce cas-là, il faut que je change d'échelle, que je me développe sur plus de territoires pour être représentatif. Ça peut être une ambition qui va bien sûr être une source de motivation pour changer d'échelle. Et bien sûr, regarder également les attentes des parties prenantes. Donc, non seulement les parties prenantes internes, entre guillemets, la gouvernance, les salariés, les bénévoles, mais aussi les bénéficiaires, les partenaires opérationnels, vos financeurs, etc. Troisième source de motivation, ça peut être bien sûr l'analyse externe de l'environnement, ce qu'il faut faire, qui vous amène à vous dire, tiens, je remarque qu'il y a une évolution des besoins de mes bénéficiaires, donc je vais devoir adapter ma solution, changer, peut-être développer de nouveaux services, de nouvelles offres. Ou alors, j'identifie des besoins sociaux sur d'autres territoires auxquels moi, j'ai une réponse sur mon territoire, mais je sais que voilà, je pourrais aller autre part pour apporter ma solution. Et enfin, ça peut être également l'évolution de vos partenaires opérationnels, financeurs, etc. et de vos ressources qui peut motiver également un changement d'échelle. Ça, c'était juste un point pour vous dire que voilà, il y a des raisons qui vous appelleront ou qui vous appellent déjà peut-être pour certains, qui appellent les structures de l'ESS à changer d'échelle. Alors maintenant, comment on peut changer d'échelle une fois qu'on a pris cette décision ou qu'il y a des feux verts qui sont allumés? Alors pour cela, du coup, à la base et en tout cas dans le guide stratégie pour changer d'échelle qu'a mentionné Cécile et on le repartagera à la fin du webinaire, on a identifié 5 stratégies qui là pour le coup sont également dans l'économie classique. Il y a des stratégies plutôt individuelles et des stratégies collectives. Je vais donner un petit mot sur chacune, mais pas plus, puisque ça sera un petit teasing et pour vous inviter à participer au prochain webinaire, puisqu'on fera un focus sur chaque stratégie. Côté stratégie individuelle, vous en avez 3. Vous avez premièrement la diversification qui consiste à lancer une nouvelle activité pour répondre potentiellement à l'évolution des besoins de vos bénéficiaires. La duplication qui consiste à répliquer du coup votre concept sur un autre territoire. La fertilisation, nous, on lit ce sujet-là, puisqu'en fait, il consiste également à transmettre un savoir-faire, mais ça peut être également que seulement un projet, seulement un savoir-faire, à d'autres, sur d'autres territoires, mais sans lien direct avec la structure d'origine, ou de formaliser de différentes manières, et on verra ça pour une prochaine fois. Donc ça, c'était les 3 stratégies individuelles, et ensuite, vous avez 2 stratégies collectives, celle de la coopération. Elle peut être simple ou stratégique ou renforcée dans le cas de la création, par exemple, d'un projet ou d'une structure à plusieurs, et le cas de la fusion. Je n'en dis pas plus et je vous invite à participer à nos prochains webinaires. Le seul élément qu'on vous apporte dès aujourd'hui, c'est le fait
de se dire que chaque stratégie, elle répond à des enjeux particuliers. Et du coup, par exemple, elles peuvent répondre à votre contexte économique, s'il est plutôt fragile, plutôt stable, et ensuite par rapport à votre ambition en termes d'impact social. Donc, comme vous le voyez sur le schéma à l'écran, quand on est à gauche, on va avoir des activités qui génèrent de l'impact social qui doivent être consolidées. Donc là, éventuellement, la fusion peut être intéressante, se mettre à plusieurs pour être plus fort, plus pérenne. Et du coup, on est dans un contexte économique un peu plus fragile. Ensuite, par exemple, on peut juste être dans un souci d'optimisation. Dans ce cas-là, on va coopérer. Par exemple, on va mutualiser des fonctions support, par exemple. Ça peut être tout simplement ça. Ou se mettre à plusieurs à nouveau, mais sans fusionner en une et même structure. Ensuite, quand on est un peu moins fragile, on va dire, on est juste dans un contexte économique plutôt stable et que la qualité de l'impact social peut être améliorée, on peut penser à la diversification qui va à la fois peut-être apporter des revenus supplémentaires et surtout qui va mieux répondre à des besoins qui auraient évolué et donc avoir un impact social décuplé. Ou on va coopérer de manière renforcée pour créer un nouveau programme qui va répondre, créer en collectif un nouveau projet qui va répondre à des besoins de bénéficiaires. Et quand on est dans un contexte économique plutôt stable, là, on souhaite, par exemple, augmenter son impact social ou reproduire sur un nouveau territoire. Et là, on se tournera plutôt vers de la duplication ou de la fertilisation. Et les deux n'ont pas du coup les mêmes conséquences. Et on le verra durant les prochains webinaires. Je n'en dis pas plus sur le comment. Je passe du coup aux ressources qui existent pour accompagner les porteurs de projets dans leur projet de changement d'échelle. Premièrement, il existe tout un tas de programmes, de dispositifs d'accompagnement, que ce soit à la consolidation ou vraiment au changement d'échelle. Et vous trouverez une cartographie sur avis.org, vous aurez le lien dans le support qui vous sera transmis, je le rappelle. Et vous pourrez regarder ça en détail. Plusieurs dispositifs, plusieurs programmes d'accompagnement, souvent gratuits, souvent sur appel à projet. Et là également, vous trouverez sur avis.org un article dédié qui vraiment isole uniquement les programmes d'accompagnement au changement d'échelle. Vous pourrez également consulter cela. En tout cas, les accompagnateurs sont là pour vous accompagner. En termes de ressources plutôt bibliographiques, on a du coup le guide stratégie pour changer d'échelle que vous retrouvez également sur avis.org et que vous pourrez télécharger gratuitement, bien entendu, ou alors que vous pourrez également commander en version papier. À nouveau, l'envoi est gratuit, on vous le propose. Pour cela, on vous propose de consulter de manière plus générale le catalogue des publications de l'AVIS, le catalogue 2021, où vous retrouverez toutes nos publications, toutes nos ressources. Donc, il s'agit de guides, de modes d'emploi, de dossiers thématiques, d'études de cas, etc. Et vous pourrez du coup tout consulter et ensuite remplir un formulaire pour nous indiquer quelles publications vous intéresserez et on vous les enverra en format papier à nouveau gratuitement. Ensuite, toujours, alors plutôt côté article à nouveau, là c'est un petit focus sur les programmes d'accompagnement à l'implantation territoriale. Là du coup c'est en lien avec la stratégie de duplication. Quand vous cherchez à dupliquer votre projet sur un nouveau territoire, il y a également des dispositifs, des acteurs qui vous accompagnent dans la réception, on va dire, de cette initiative sur leur territoire. Et là, vous trouverez également un petit article sur justement cette implantation territoriale avec des bons conseils. C'est un article qu'on a rédigé en partenariat du coup avec Ronalpia, la Fondation Massif et la Fondation La France s'engage. Vous retrouvez également cet article sur avis.org qui peut donner des bons conseils. Ensuite, de manière plus générale, une bibliographie. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été réalisés sur le changement d'échelle et vous pourrez consulter tout cela. Voilà pour la partie décryptage. Donc c'était assez théorique et du coup, on trouvait ça intéressant maintenant d'avoir un regard de quelqu'un qui a justement vécu ce changement d'échelle. Donc, pour cela, on a invité Jean-Guy Henkel, fondateur des Jardins de Cocagne et président du réseau Métamorphose. Bienvenue, Jean-Guy. Merci de votre invitation. Avec grand plaisir. Et du coup, on a 4 questions pour vous aujourd'hui. Et n'hésitez pas du coup à poser vos questions dans le fil questions et réponses au fil de cette petite interview. Alors du coup, première question, tout simplement, est-ce que vous pouvez nous présenter très succinctement, puisque le temps est compté, les Jardins de Cocagne et le réseau Métamorphose? Oui, bien sûr. Donc,
Tout d'abord, c'est très particulier la position que j'ai aujourd'hui parce que je vais vous expliquer 30 ans d'histoire avec Cocagne. Et puis, je suis un jeune adolescent qui retravaille dans un jeune réseau qui s'appelle Métamorphose. Donc, j'ai vécu à la fois la vie d'un et puis la naissance de l'autre. Donc, ça fait plutôt de moi un entrepreneur en incertitude, ce qui est pas mal. C'est un bon exercice dans l'époque actuelle. Euh, Quand on a commencé à penser Jardin de Cocagne à la fin des années 80, début des années 1990, de l'autre siècle, on avait déjà 15 ans d'histoire d'insertion par l'activité économique. Ça veut dire qu'en gros, on avait déjà testé, expérimenté des tas de choses. Et donc, au début, quand on a testé, expérimenté, ça veut dire qu'on a fait des choses très bien, puis on a fait aussi beaucoup de conneries. Donc, ça permet à un moment donné de repenser un petit peu les choses. Donc, ce truc n'est pas né comme ça, c'est un espèce de puzzle confus dans la tête d'une équipe à Besançon, à cette époque-là, qui faisait qu'à un moment donné, on avait envie de réinventer une insertion par l'activité économique en faisant quelque chose de social, écologique et économique. Donc, de manière comme Monsieur Jourdain, on avait inventé les termes du développement durable avant l'heure. Donc, le projet Jardin de Cocagne, c'était une idée sociale d'abord, une double idée sociale, d'une mixité sociale. À cette époque, et c'est encore bien le cas dans ce pays en France, chaque fois qu'on s'occupe de fragilité, d'exclus, de personnes handicapées, etc., on adore qu'ils soient dans des petites boîtes. Les personnes âgées sont dans une, les handicapés sont dans l'autre, etc., etc. Et nous, on voulait une vraie mixité sociale d'hommes et de femmes, de différentes problématiques et d'âges extrêmement différents. Ce qui était, vous ne faisiez pas que des copains chez les travailleurs sociaux quand vous preniez ça à cette époque-là. On pensait aussi que le travail de la terre, et on le pensait parce qu'on s'est inspiré des travaux de bien d'autres personnes, le travail de la terre a quelque chose d'exceptionnel dans le sens où il vous restructure physiquement et psychologiquement. Donc, c'est un acte quasi magique au fil des saisons qui fait évoluer une petite graine pour le transformer en légume et vous allez le donner ensuite à des clients. En plus de la mixité sociale, du travail de la terre, on voulait aussi, parce qu'on souffrait beaucoup dans l'insertion par l'activité économique, d'être un peu désincarné sur les territoires à cette époque-là, d'être très ancré sur le territoire. Donc en lien avec le secteur professionnel, en lien avec les pouvoirs publics, en lien avec les entreprises et en lien avec les citoyens. D'ailleurs, quand je fais une synthèse, souvent je fais un double triptyque. Pour faire du social, de l'économique et de l'économique, il faut des pouvoirs publics, oui, du côté pouvoir public, des entreprises et des citoyens. En plus de ce territoire du travail de la terre et la mixité sociale, on voulait des circuits courts. On s'était inspiré de ce qui se passait dans une opération en Suisse, mais c'est les Japonais qui ont inventé ça dans les années 60 dans des coopératives. Gageur, d'ailleurs, quand j'ai quitté Cocagne il y a quelques années, une des dernières choses que j'ai fait, c'est d'aller monter un jardin de Cocagne au Japon et ils avaient oublié ce qu'ils avaient inventé. Enfin, en tous les cas, ils avaient inventé cette forme de circuit court sous forme de coopération. Donc, trouver des adhérents consommateurs, une manière de mobiliser des citoyens sur un territoire et puis surtout un moyen commode de vendre à bon prix directement sur son territoire les légumes qui étaient produits dans ces jardins de Cocagne. Et puis enfin, en plus de tout ça, cerise sur le gâteau, on voulait qu'il y ait de l'agriculture biologique. Même si à cette époque-là, quand vous faisiez de l'agriculture biologique, on vous traitait plutôt de babacool, voilà. C'était pas donc, ça correspondait à une exploitation maraîchère avec des serres, des personnes, un plan de culture complexe, 50 semaines, 5 légumes différents pour livrer des paniers à des gens qui venaient chercher tout ça. Et puis, pour finir sur cette question, ce qui était compliqué à cette époque-là, c'est qu'on n'avait aucune référence. C'est-à-dire que si on parle aujourd'hui énormément, il y a des circuits courts partout, il y a des plateformes partout, il y a des AMAP partout. Là, on se situe 15 ans avant la première AMAP. Donc, c'est aussi l'incertitude dans laquelle on était autour de toutes ces idées-là pour penser ce jardin de Cocagne. Merci pour cette présentation. Et justement, du coup, les jardins de Cocagne, à quel moment, pourquoi ils ont changé d'échelle? Quelles étaient les raisons voilà, quelles sont les raisons qui sont posées à vous et pourquoi vous avez décidé de changer d'échelle? Eh bien, ça va peut-être vous étonner, mais c'était absolument pas prévu. Nous,
Personnellement, moi, je trouvais ça génial de sortir je bossais comme éducateur dans un centre d'hébergement avec des SDF, etc. Quand on a fait ça pendant 10 ans, on est épuisé, explosé physiquement et psychologiquement. Il faut se réinventer personnellement, en même temps j'avais envie de continuer dans ce domaine-là. Donc, c'était absolument pas prévu de faire tout ça, mais il s'avère qu'il y a une énorme pression médiatique euh, autour de cette petite formule de rien du tout. Alors, j'ai coutume de dire qu'un projet, pour qu'il marche et qu'éventuellement puisse être dupliqué, il faut qu'il arrive au bon moment, qu'il soit sur le bon territoire et qu'il soit porté par les bonnes personnes. Ce projet-là, Cocagne, 10 ans avant, pas sûr qu'il marche, 10 ans après, c'était trop tard. Donc, il y a une espèce d'intuition qu'il faut avoir autour de ces questions-là. Donc, cette grosse couverture médiatique, elle a fait quelque chose de très particulier. Nous, on apprenait tout juste notre métier. Je vous explique, la migration. On réinventait le social, on réinventait l'écologique, on pratiquait l'agriculture biologique, on essayait de s'ancrer différemment sur un territoire. Donc, tout ça était très compliqué. Mais comme une fois, je l'ai vu dans un film, et une fois en réalité, c'était magnifique, c'est que dans le désert, parfois, il pleut tous les 4 ou 5 ans et le désert va se couvrir de fleurs. Parce que sommeil dans ce désert, sommeil partout, des petites graines qui ne demandent qu'à germer. Le logo de Cocagne, c'est un arrosoir. En fait, on a arrosé la France avec une idée et des tas de gens se sont réveillés partout en nous disant on voudrait faire la même chose. Voilà, des agriculteurs qui voulaient cultiver autrement, des travailleurs sociaux fatigués de l'intervention sociale classique, des pouvoirs publics en mal d'initiative. N'oublions pas qu'à cette époque-là, quand je dis c'est la bonne époque, le RMI vient de se mettre en place, ça ne s'appelait pas le RSA encore à l'époque, le RMI se met en place. Et tous les jours, même notre président de la République, c'était Mitterrand à l'époque, expliquait qu'on avait tout tenté contre l'exclusion avec le chômage et qu'il n'y avait plus rien à faire. Tous les jours, c'était plus de chômeurs, plus d'exclus, etc., etc., etc. Donc, vous arrivez dans un tunnel noir où toute une France est en train de flipper, comme elle est en train de flipper aujourd'hui beaucoup. Et donc, en l'occurrence, la petite initiative d'une entrepreneuse ou d'un entrepreneur social agit comme une petite flamme dans le tunnel en disant tiens, il y a peut-être. Donc tout le monde s'est rassemblé autour de cette petite flamme pour qu'éventuellement on puisse. Mais on n'était absolument pas du tout prêt à changer d'échelle et où on n'avait pas pensé une seconde qu'on allait monter un jour un deuxième jardin de cocaïne. D'accord. Donc, en ce qui vous concerne, effectivement, vous avez été plus appelé finalement par les territoires. On a appelé les jardins de cocagne à se développer dans d'autres territoires suite à du coup un bon relais médiatique. Donc là, quand je fais référence à ce que je disais avant, mais du coup, c'est bien l'analyse externe de l'environnement, ce qu'il faut faire. On vous a appelé puisqu'il y avait une solution pour répondre du coup au chômage, à l'exclusion, aux besoins d'agriculture biologique, etc. Ok, et du coup peut-être maintenant, puisque du coup vous avez cette expérience-là, est-ce que, voilà, quelles questions faut-il se poser, comment vous avez changé d'échelle, quelles questions faut-il se poser pour vraiment passer à l'action, on va dire, une fois qu'il y a cette raison-là, une fois qu'on vous appelle, par exemple, dans votre cas, comment vous y êtes pris? Et puisqu'on n'était absolument pas préparé et absolument pas prêt, parce qu'on n'avait même pas le recul sur la première initiative de savoir si elle marchait véritablement ou pas, puisqu'on avait à peine une année de fonctionnement. Mais comme le dit un poète américain, on a mis en place une vérité de l'imagination. C'est-à-dire qu'avec quelques infos, on a créé le reste. C'est-à-dire qu'on a commencé à recevoir des tas de gens, et puis on a fait ce que vous appelez dans un document remarquable, celui que vous avez cité, c'est le deuxième document, mais il y a eu un premier document où on parlait de dissémination. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui a une idée, comme il y en a plein qui participent aujourd'hui, et cette idée, d'autres sont intéressés. Donc, en l'occurrence, ils vont se rapprocher de cette personne, et cette personne, elle a deux attitudes. Une attitude qui peut dire, et c'est ce qu'on a fait au début, je te donne tout, je ne maîtrise pas encore totalement la situation, je te donne les budgets, je t'explique ce qu'on a fait, je t'explique comment on a vu les choses. Et puis à partir de là, avec cette dissémination, on s'est vite aperçu qu'effectivement, c'est un développement considérable qui va très, 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 très vite.
qui peut être un développement vraiment très fort et rapide, mais chacun prend ce qui l'intéresse, comme dans un supermarché, dans ce projet. Donc, en fait, vous avez des gens qui m'ont expliqué au bout des premières rencontres, bah, écoute, ton projet, c'est génial, ce que vous avez fait à Besançon, génial, mais nous, l'aspect social nous emmerde un peu, on a envie de le faire avec des agriculteurs. Un autre nous expliquait que l'agriculture biologique, c'était beaucoup trop compliqué, qu'il allait le faire en agriculture conventionnelle. Un autre qui ne souhaitait pas distribuer auprès d'adhérents consommateurs, mais plutôt travailler avec la coopérative du coin, parce qu'il me dit, tu comprends, tu es consommateur, chaque semaine, il y a des semaines où ils ne sont pas là, ils téléphonent qu'ils ne veulent pas leur panier, ils prennent pas de vacances, ils s'en vont. Ben, je dis oui, c'est des gens qui vivent, c'est normal. Donc ça fait partie de la gestion, etc. Donc on a compris très vite qu'il faut laisser une vraie liberté d'entreprendre à chacun, mais pour autant, il faut arrêter et partager des valeurs et des pratiques communes. C'est le seul moyen de construire quelque chose. Sinon, on n'aurait pas fait ça, on ne parlerait pas de cocagne aujourd'hui. On aurait été vaguement, pour les historiens, à l'initiative d'un petit truc qui a déclenché des tas de machins dans toute la France. Il y en aurait certainement beaucoup plus, mais en tous les cas, en rien qui ressemble à un mouvement national de partage. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une charte. Alors, vous allez me dire, tout le monde fait des chartes. Alors, je m'arrête une seconde là-dessus. Ces chartes, effectivement, dans beaucoup d'entreprises, dans beaucoup de sociales, d'organisations, on m'a fait lire les chartes. C'est sympathique, mais ça n'engage à rien. Nous, on a fait une charte sur l'aspect social, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur l'aspect de la pratique de l'agriculture biologique qui est très exigeante, sur l'aspect territorial, sur l'aspect du lien avec les adhérents consommateurs, du lien avec le territoire, qui fait qu'en fait, on s'est retrouvé un petit peu comme en patinage artistique. Cocagne, c'est à la fois un exercice libre et un exercice imposé. Chaque dirigeant peut inventer ce qu'il veut sur son territoire, si c'est au service du territoire et de l'impact social, ben, allons-y, mais à un moment donné, dans un cadre préétabli qui vient d'être fixé dans cette charte et dont on ne peut pas déroger. Ça veut dire que si on veut faire autre chose, ben on le fait, ça ne pose aucun problème, mais on ne sera pas dans la famille métamorphose ou dans la famille cocagne, parce qu'on doit répondre à des critères d'une charte. Donc, c'est une posture de coopération qui est aussi instituée dans cette charte et qui est vérifiée, c'est-à-dire qu'on accepte de tout partager, de mutualiser, de capitaliser et de se former en permanence. Donc, il faut donc, comme vous le disiez tout à l'heure, arrêter une stratégie qui va de la dissémination où je donne tout mais je ne contrôle rien, je laisse une liberté totale aux gens, jusqu'à la franchise où je contrôle tout. Voilà. Ce que je voulais dire sur la franchise, juste pour terminer, c'est que ce n'est pas parce que vous contrôlez tout que vous aurez le pouvoir sur une organisation. Je dirais presque même le contraire. C'est-à-dire qu'il existe plusieurs phases. D'ailleurs, le Rameau, Lavise avait fait des travaux là-dessus sur les phases de développement d'un truc. Donc, moi, j'ai vécu 10 ans, c'était l'ère des pionniers. Je n'ai pas le temps de développer, mais enfin, en gros, c'est une tribu mal polie qui court partout, qui machin, qui compte pas son temps, son énergie, et machin, puis qui fait des trucs. Il y a l'ère de la consolidation, commence à structurer, à embaucher, à s'installer, etc., etc. Et puis, à un moment donné, il ne faut pas l'oublier, même si vous êtes au début d'une activité, c'est qu'il faudra aussi la renouveler. Parce que même une entreprise innovante, elle est comme moi, elle vieillit. Il faut se réinventer, voilà, améliorer son concept. Merci beaucoup et du coup, donc pour les spectateurs, spectatrices, vous l'aurez compris, on parlait là vraiment de duplication, d'essaimage et il y a des sous-stratégies donc voilà, Jean-Guy, vous avez parlé de dissémination. Tout ça, on va en parler plus en détail durant le prochain webinaire qui sera justement on fera un focus en fait sur justement duplication et fertilisation également. Donc merci, ça fait une bonne mise en bouche. Donc dernière question, quel bon conseil vous souhaiteriez transmettre à toute structure qui souhaite changer d'échelle, se lancer dans une démarche et peut-être particulièrement aux porteurs de projets, quel bon conseil vous aimeriez leur donner? Alors, je suis un entrepreneur, je ne suis pas un conseilleur. Mais non, mais il y a beaucoup de gens qui savent conseiller. C'est un métier particulier. Juste un retour d'expérience alors. Voilà, donc parfois il m'exaspère. Bon, je préfère la posture d'un chef d'orchestre qui a toujours veillé à ce que la musique sonne juste, malgré l'état des instruments et des musiciens.
Je préfère cette idée-là. Voilà. Pour ma part, je voulais juste dire deux, trois choses, mais c'est vraiment un avis personnel qui peut être tout à fait critiqué, invalidé, etc. L'initiateur du projet initial, quand vous avez créé quelque chose, ne fait pas de vous forcément le bon SMR, celui qui sera le mieux placé pour le dupliquer. Pourquoi? Parce que c'est tout à fait un autre métier. Moi, il s'avère que je devais consolider un jardin de cocagne, devenir un bon manager et un bon gestionnaire. Ce boulot m'emmerde. Donc, je préférais être un nomade, être sur les routes, avoir le challenge de rencontrer des nouvelles équipes tout de suite, d'avoir beaucoup de changements, etc. Donc, je préférais ça malgré le fait qu'il faut y développer une énergie considérable. Il faut aimer circuler, avoir cette âme de nomade et aimer se confronter tous les jours à des challenges particuliers. Il faut aussi y consacrer du temps. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, la notion de temps est très importante. Il faut s'apprêter, y passer des grosses journées, et puis il faut s'apprêter aussi à y consacrer quelques années. Je ne dis pas quelques mois, moi c'est un avis là aussi tout à fait personnel. J'ai vu énormément de comètes géniales dans l'entrepreneuriat social, mais c'était génial, on en a parlé pendant 6 mois, puis on n'en entend plus parler, où il ne se passe rien. C'est-à-dire que ce n'est pas des métiers où effectivement le génie va faire les choses en quelques semaines ou en quelques mois. Il faut pouvoir y consacrer du temps. Autre chose, même si c'est très important ce que fait la VIS aujourd'hui, parce que j'aurais rêvé d'avoir des organisations comme ça qui puissent nous aider dans les années 80 ou 90, mais ce boulot, ce travail n'est pas que technique et stratégique. Il existe une dimension psychologique très importante. Donc, moi, j'inciterais les gens à se poser honnêtement la question, mais face à eux-mêmes, il y a un boulot d'introspection à faire. Êtes-vous la bonne personne pour faire ce nouveau challenge qui consiste à sillonner les routes pour développer? Êtes-vous prêt à renoncer à pas mal de choses côté personnel pour tout ça? Parce qu'il faut se poser honnêtement la question. Le fait de se sentir prêt pour y aller, j'ai envie de rassurer les gens là-dessus. Ça fait 30 ans que je suis là-dedans, je me sens jamais prêt. Simplement, ce que je sais, c'est comme l'incertitude ne me gêne pas. Aller quelque part où je n'ai pas de réponse et je ne sais pas comment on va faire, je sais que collectivement, si on y met une vision, de la ténacité, de l'énergie et de la bienveillance, la solution, on va la trouver. Et donc, vous allez apprendre des tas de choses sur la route. Voilà, on est devenu, à un moment donné, un journaliste me dit, monsieur, vous êtes le plus grand maraîcher de France. Alors, je me marrais, je n'avais jamais planté un légume de ma vie, quoi. Vous voyez, le truc. Donc, c'est qu'à un moment donné, ben, on apprend tout ça, on apprend le maraîchage, on apprend la technicité, mais à un moment donné, comme on le dit couramment, pour aller loin, il faut ménager sa monture, il faut se ménager. C'est-à-dire qu'il y a un vrai travail d'introspection personnelle. N'allez pas croire que uniquement technique, stratégie et accompagnement suffira. C'est un vrai engagement personnel et il faut y mettre un petit peu du sien. Merci beaucoup pour ces conseils. Et puis, Oui. je voulais finir là-dessus. On apprend tout le temps, puisque je vois qu'il y a la photo de Métamorphose. Oui. C'est que c'est un réseau d'upcycling et d'insertion qui est en train de se mettre en place et dont j'ai pris la présidence. Et puis, pour finir là-dessus, c'est que je me retrouve dans la même incertitude et dans les mêmes doutes perclus de questions pour savoir comment on va développer ce réseau d'upcycling, essentiellement pour des femmes qui font de la transformation de bâches en éco-maroquinerie, etc., etc. Et puis, je n'aurai peut-être pas l'occasion de le dire, tout ça, ça paraît, ou ça peut dire à certains, waouh, ça n'est pas facile son truc, etc., etc. Mais c'est vraiment un métier extraordinaire. J'ai pris un pied et je continue d'en prendre, pas possible. Et c'est une expérience qui, dans tous les cas de figure, même si vous ne le faites qu'un temps dans votre vie, qui restera gravée à jamais, et qui est une expérience essentiellement humaine, extraordinaire.
Merci beaucoup pour, pour ce témoignage et du coup inspirant, à la fois mise en garde et à la fois du coup lancez-vous, une motivation supplémentaire pour celles et ceux qui nous écoutent. Et ben justement, du coup, on vous propose de passer à un temps de questions-réponses. Donc pour cela, du coup, bien sûr, Jean-Guy Heckel est encore là pour répondre à vos questions sur voilà, ce qu'il a pu déjà vous partager. Je peux également répondre s'il y a des questions sur le côté décryptage. Et on a également du coup Michael Barth, responsable du pôle consolidation et changement d'échelle à la BISE, qui est là également parmi les panélistes, qui a déjà, je crois, répondu à plusieurs questions en questions-réponses ou sur le chat. Donc, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions. J'en vois une première dans le canal questions et réponses. Alors, je crois qu'elle s'adresse potentiellement à Jean-Guy notamment. Pourriez-vous parler un peu du modèle économique? Souvent, le problème est d'avoir les fonds nécessaires pour investir dans la recherche et le développement afin d'arriver au stade où l'on sait et où l'on peut changer d'échelle. Est-ce que vous avez un retour là-dessus, sur le côté modèle économique et sur le côté consolidation avant de changer d'échelle? Oui, de manière très pragmatique, j'ai envie de vous dire, moi j'étais là pour défendre une idée extraordinaire qui s'appelait Cocagne ou qui s'appelle Métamorphose, et on passe son temps à deux choses, gérer du personnel, chercher du pognon. Non, mais il faut que les choses soient Mm. relativement claires, donc la question est tout à fait pertinente. Simplement, euh, on a longtemps cru en France, dans les années 80-90, que le seul intervenant possible, c'était les pouvoirs publics. Alors, dans un premier temps, l'État, puis ensuite, après la décentralisation, les collectivités locales, territoriales, etc. Je fais partie du réseau Ashoka, plutôt version anglo-saxonne, etc., qui pensent que c'est les entreprises privées. D'ailleurs, quand on fait le même boulot que j'aurais fait ce travail-là aux États-Unis, j'aurais été financé que par du privé. Voilà. Donc, il y a des financements privés qui sont possibles aussi. Et puis, j'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que, mais à l'occurrence, si des gens veulent qu'on travaille un peu la question, je suis à leur disposition par la suite pour leur donner quelques indications là-dessus Oui, merci. sur un travail de recherche de financement citoyen. Vous avez tous donné, vous avez tous vu des plateformes de crowdfunding, etc., etc. Et je crois que dans ce moment inédit, parce qu'on vit une époque terriblement inédite, il faut être à la fois très innovant dans les modes de financement qu'il faut créer. Donc, vous pouvez vous retrouver dans des organisations qui sont financées, c'était mon cas, et qui c'est encore le cas aujourd'hui à Métamorphose, qui sont financées à la fois par du chiffre d'affaires, à la fois par des pouvoirs publics, à la fois par de l'Europe, à la fois par des financeurs privés, des fondations, des entreprises. Et puis, on avait même lancé avec la nef un nouveau système qui consiste à aller chercher des investisseurs. Le problème de l'entrepreneuriat social, associative, contrairement à une entreprise classique, c'est quoi? C'est des gens qui disent, j'ai une idée, la force et l'énergie d'y aller, puis j'ai du fric et je le mets sur la table. Nous, on a tout, mais on n'a pas le fric à mettre sur la table. Donc, il faut aller chercher cet argent. Et donc, des fonds comme France Active, il y a énormément de choses à activer, mais conjointement. Je ne pense plus qu'aujourd'hui, un modèle économique ne puisse être uniquement la source qui vient que des pouvoirs publics, que du privé ou que des citoyens. C'est accepter cette mixité. Alors, ça complexifie un petit peu les choses. Il y a un conseil optique que j'ai peut-être oublié tout à l'heure là-dessus, c'est que si vous êtes bon en stratégie, si vous êtes bon en vision, voilà, c'était peut-être un petit peu mon point fort. Moi, je n'étais pas le plus grand des gestionnaires et le plus grand des managers. Donc, en l'occurrence, il faut embaucher autour de soi surtout des gens qui ne vous ressemblent pas, qui soient très complémentaires. Parce que non, mais il n'y a pas besoin de 5 rêveurs dans une équipe d'entrepreneurs sociaux. Ils vont prendre du rêve. Donc voilà, il en suffisait d'un, ça suffit. À côté de ça, par contre, il faut des gens qui sortent Ouais. d'école de commerce, qui manient très très bien l'Excel, qui savent faire des dossiers de manière merveilleuse. Mais à un moment donné, il faut croiser à la fois cette imagination fertile avec des vrais savoir-faire et de la technicité. D'accord, donc croiser les compétences et oser le modèle économique hybride, entre guillemets, entre mécénat et d'autres types de ressources. Très bien, alors on a une autre question, plutôt côté toujours pour vous Jean-Guy. Pouvez-vous nous donner un exemple de choix stratégique au moment du changement d'échelle que vous avez regretté ou qu'aujourd'hui, voilà, avec l'expérience, vous auriez fait autrement? Euh,
Non, la seule, c'est que j'ai appris en marchant. Nous avons appris en marchant parce que c'est une histoire d'équipe. À l'époque, on était l'entrepreneuriat social aujourd'hui, c'est fait de gens qui viennent de partout, qui viennent de très grandes écoles, qui ont eu des grands parcours en entreprise, etc. À l'époque, ce n'était pas du tout le cas, c'était que des travailleurs sociaux. Et les travailleurs sociaux, ils ont un principe de modestie exacerbée. Ils croient jamais qu'ils vont y arriver. Et puis d'ailleurs, on leur renvoie facilement qu'ils ne sont pas chefs d'entreprise, que ce n'est pas le social qui va mener la terre, en quoi les événements actuels peuvent montrer peut-être un peu le contraire. Mais enfin, en l'occurrence, donc la seule chose que je regrette un petit peu, c'est que parfois j'aurais dû foncer encore un peu plus. J'ai pas de... Parce qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Alors, vous avez peut-être trouvé Oui, ça terriblement immodeste, mais je n'ai pas, nous, la première équipe, on n'a pas de regret particulier mm, parce que quand collectivement, on en a parlé, on a partagé une option, on a fait un choix stratégique, même si ça se révèle une erreur, ça n'en était pas une. Parce que c'était le choix qu'on a fait à cette époque-là. Alors c'est toujours facile de post-rationaliser, 20 ans après, de dire là, au regard de ce que je sais aujourd'hui, voilà, non, il y a un émoi particulier, voilà, comme quand on rencontre sa première fiancée, ben oui, on aurait bien aimé savoir machin, mais c'est pas comme ça que ça marche. Et ben, dans l'entrepreneuriat social, c'est exactement pareil. C'est d'accord. après, vous avez plein de gens autour de vous dans vos équipes, vous avez plein de gens autour de vous dans les conseils, dans des suivis comme peut faire l'Avise et d'autres. Mm. Et en l'occurrence, ben, c'est en croisant toutes ces informations, puis à un moment donné, il faudra faire un choix. Ben voilà, c'est le problème d'un entrepreneur, c'est qu'il faut qu'il fasse des choix et qu'il décide. Merci, donc pas de regret en tout cas, si on comprend bien. Alors j'ai deux questions qui se rejoignent, donc je les pose en même temps. C'est plutôt la question sur les bons partenaires. Essaimer, c'est trouver les bons partenaires sur les territoires et éventuellement savoir dire non s'il y a un manque d'alignement, des ressources insuffisantes ou un modèle économique trop fragile. Quel retour d'expérience pouvez-vous faire pour éviter les erreurs de casting ou savoir arrêter un partenariat éventuellement? On avait une autre question effectivement sur existe-t-il une méthode préférée pour évaluer la résilience des partenariats constructifs sans lesquels le changement d'échelle n'est pas possible. Donc vraiment sur cette question des partenariats, alors c'est peut-être deux types. Voilà, plutôt sur dans les territoires où on arrive, comment éviter les erreurs de casting, savoir dire non aussi, éventuellement les partenariats qui sont obligatoires. Voilà. Alors, j'ai envie de dire, parce qu'on a toujours d'un côté les entrepreneurs sociaux et les partenaires. Moi, ce que j'ai vécu pendant 30 ans, c'est qu'on est parti de travailleurs sociaux mal dégrossis qui sont devenus au fur et à mesure des chefs d'entreprise qui ont essayé d'être pertinents. Eh bien, les partenaires ont vécu la même chose. Il ne faut pas croire que les partenaires, parce qu'ils ont du fric, ils savent tout. Il n'y a pas du tout la même maturité chez les partenaires publics ou les partenaires privés. D'ailleurs, moi, j'ai travaillé avec énormément de fondations privées. J'ai mon casting personnel, je sais celles qui sont extrêmement matures, qu'on peut emmener dans des histoires incroyables, et je sais celles qui font soit du one-shot, soit qui zappent d'un truc à l'autre en permanence, etc. etc. Donc, il faut tester la maturité. Voilà. À un moment donné, j'ai créé ce qu'on appelait des clubs entreprises sur un territoire. Je ne suis pas allé chercher les 20 entreprises les plus terribles qui se foutaient pas mal de tout ça. Allez principalement vers des gens dont vous sentez que ça allait être des alliés, chez qui vous réveillez l'étincelle de se dire ah, si je faisais un peu plus de responsabilité sociale ou écologique avec ces gens-là, etc., etc. Donc à un moment donné, c'est pour ça que je dis c'est aussi très psychologique. En même temps, c'est d'avoir fait peut-être beaucoup d'accompagnement socio-professionnel. C'est à un moment donné, on sent vite les gens si ça va être possible ou pas, si on les intéresse ou pas. Donc, vous avez des financeurs. Alors, moi, je prenais tout. Celui qui veut donner 10 000 et plus me voir pendant 10 ans, eh ben, je prenais les 10 000, puis je ne voyais plus pendant 10 ans. Mais je sais que ce n'était pas comme ça qu'on allait construire quelque chose de fort. Mm. Ce qu'on va essayer de faire quelque chose de fort, c'est à un moment donné de dire je suis parti pour 5 ans, 7 ans, 10 ans dans un développement extrêmement complexe. Est-ce qu'à un moment donné, vous voulez être un accompagnateur? Et puis, ce que je sous-tends dans les questions, mais je n'ai pas beaucoup de temps, c'est de dire qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut arrêter avec un partenaire? C'est notre projet,
signé par des milliers de personnes sur tout le territoire, aussi bien du côté Cocaigne que Métamorphose, et qu'en l'occurrence, moi, je me donnais le rôle un peu du gardien du temple. Il m'est arrivé très peu de fois, mais quelques fois, d'avoir des financeurs privés et publics qui voulaient qu'on fasse autre chose. Il y a une réponse qui est très simple, c'est non. Rester, parce qu'à un moment donné, surtout au démarrage d'un projet, j'explique ça aux porteurs de projet quand je fais des cours de méthodologie de projet. Si vous écoutez tous vos partenaires publics, privés, citoyens, financiers, à un moment donné, ils ont tous une vision de ce qu'il faut faire. Si vous ne pouvez pas faire toute leur vision, vous pouvez leur dire, écoutez, vous avez le droit d'avoir des idées, vous avez le droit d'avoir une vision, mais si vous mettez du pognon, c'est pour… Oui, mais là, il faut être très clair et très transparent. Ça va servir à ça, et l'évaluation qu'on en fera avec vous sera celle-là. Alors après, vous déciderez si vous continuez ou pas, etc. Puis Oui. après, il faut créer une relation, puis avoir des systèmes d'évaluation très perfectionnés pour montrer qu'effectivement, l'impact social n'est pas qu'un mot qu'on balance dans des webinaires, mais qu'effectivement, il y a un véritable impact dans les actions. Tout à fait. Merci pour ces réponses. Juste, je fais une petite pause puisqu'il est les 10h30. Ce que je vous propose, c'est de prendre les dernières questions pour celles et ceux qui peuvent rester un petit peu avec nous. Pour les autres, on vous remercie d'avoir participé, d'avoir suivi ce webinaire. Et une fois que vous aurez quitté le webinaire, on vous proposera, il y aura une enquête de satisfaction a priori qui s'affichera dans votre navigateur. Merci d'y répondre, c'est hyper important pour nous pour améliorer nos prochains rendez-vous. En tout cas, merci pour votre participation et à bientôt pour les prochains rendez-vous. Donc, pour celles et ceux qui peuvent rester, je continue et je prends les dernières questions qui restent pour celles et ceux qui peuvent rester. Jean-Guy, c'est bon pour vous pour rester un peu de 10 minutes? Il y a encore des petites questions. Bien volontiers. Parfait. Alors, du coup, il y en avait une question, donc ça un peu plus, on va un peu en détail sur ce que vous aviez, ce dont vous avez parlé. Donc, parmi les différents acteurs cités, donc pouvoir public, citoyens, entreprises, certains étaient-ils plus réticents à s'inscrire dans une charte, puisque vous parliez de la charte avant, et comment, du coup, par quel processus collectif vous avez défini le socle commun de cette charte? Et est-ce que, comme vous l'avez peut-être évoqué, est-ce qu'il a évolué au fil de temps? Voilà. Alors, elle a été faite en 1993 avec tous les acteurs qui s'intéressaient à monter des jardins de Cocagne que j'ai rassemblés à Besançon. Je pensais rassembler 20 personnes, il est arrivé 200 personnes. Donc, on a fait des ateliers pendant 2 jours et on a pondu les grands principes de cette charte. Donc, c'est un travail collectif qu'on a proposé. Pour répondre à la question aussi, c'est que cette charte, elle s'est un peu transformée. Ce qui est très étrange dans les organisations, c'est qu'on pense souvent qu'elles vont s'assouplir. Non, au contraire, elles deviennent un peu plus exigeantes et un peu plus dures. Parmi les différents acteurs cités, aucune réticence, bien au contraire. Ce que n'aiment pas financer les gens, c'est ces jardins d'insertion qu'il y avait dans toute la France, qui pensaient réinventer tout seul dans leur coin, qui n'étaient pas des agriculteurs bio, qui n'étaient pas des travailleurs sociaux, qui n'étaient pas… Enfin voilà, ils voulaient réinventer tous les métiers. Et d'ailleurs, j'ai rencontré je ne sais combien de directs ou de départements, etc., qui nous appelaient justement pour dire est-ce que vous ne pouvez pas venir voir tel chantier d'insertion qui fait un peu n'importe quoi pour essayer de structurer un petit peu les choses. Donc je pense qu'une structuration de ce type-là est plus à même de rassurer les partenaires financiers qu'à un moment donné, une espèce d'explosion de joie permanente dans le machin où il se passe tout et un peu n'importe quoi. D'accord, très bien. On a une autre question d'ailleurs toujours sur la charte, hein, je viens de voir. Est-ce qu'il y avait alors, est-ce que la charte réseau Cocagne contient-elle une dimension salariale? Donc j'imagine, est-ce que voilà, quand on signe la charte, il faut être lancé du coup une entreprise avec du salariat? Comment on équilibre le développement de Oui, cette alors dimension-là? je salue Jacques qui pose la question au passage. Donc, la charte ne pose pas ça, elle dit simplement une chose, c'est qu'en fait, il y avait deux, pour faire simple, même si j'aime pas, il y a 2 types de salariés. Il y avait des salariés dits en insertion, dont le cadre est prédéfini par les pouvoirs publics et l'État et qui dit exactement comment ils doivent être payés, combien d'heures, combien d'heures. Après, rien n'empêche aujourd'hui, et moi je suis président d'un jardin encore aujourd'hui, où on essaie de donner un peu plus que le SMIC. Voilà. En ce qui concerne les encadrants techniques, les équipes dites d'encadrement, pour répondre à Jacques,
Là, il s'est passé tout à fait autre chose. C'est qu'effectivement, beaucoup de jardins, comme beaucoup de chantiers d'insertion, ont fait l'immense bêtise d'avoir recruté des gens extrêmement bons, mais de pas assez les payer. Donc, ils s'en vont. Donc, après, pour amener un peu de droit là-dedans, et Jacques le sait très bien, moi, j'ai été très actif dans un autre truc, pas à Cocagne ni à Métamorphose, mais dans une autre organisation qui s'appelle le Cinési, qui a été un syndicat d'employeurs qui a essayé d'amener un petit peu de droit et des grilles salariales acceptables par la base, en même temps que c'était accepté par les pouvoirs publics pour mieux rémunérer les dirigeants, mieux rémunérer les travailleurs sociaux, mieux rémunérer les encadrants techniques. Et en l'occurrence, moi, j'ai toujours fait partie des managers qui souhaitaient beaucoup mieux payer mes encadrants quand j'en étais très, très, très content, plutôt que d'essayer de faire des mauvaises économies et de changer d'équipe chaque année. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'en 1991, on crée le premier jardin de cocagne à Besançon. Eh bien, les deux encadrants techniques sont toujours là. Ils vont partir en retraite. Et je pense que le fait de les d'avoir fait quelque chose de très participatif, le fait d'avoir pris des décisions ensemble, le fait d'avoir partagé nos visions, le fait d'avoir donné des salaires qui soient corrects pour que les gens s'en sortent mieux dans leur vie personnelle, tout ça, c'est des politiques de ressources humaines qui sont très, très, très importantes. Merci. Alors, autre question, cette fois sur les statuts. Le changement d'échelle a-t-il posé pour les jardins de cocagne ou doit-il poser la question du changement de statut, exemple passage d'association vers une SIC ou autre type de statut? Oui, oui, c'est une question qui s'est posée, qui se posait quand je suis parti. Donc, je ne sais pas aujourd'hui, parce que j'ai plus du tout de responsabilité nationale. J'ai souhaité plutôt avoir des responsabilités locales. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut se poser parce que j'ai travaillé, j'ai participé à un groupe de travail de la vie, j'ai participé à un groupe de travail de plein de grandes associations ou organisations nationales qui, en même temps qu'elles progressent, elles sont bien obligées de se poser des questions sur leur mode de gouvernance. Et parfois, ce mode associatif, quand il est vécu de manière un peu vieillotte, trop traditionnelle, peut se retrouver en porte-à-faux avec la volonté, l'énergie, l'enthousiasme d'une base et puis des administrateurs qui sont là une fois de temps en temps puis qui freinent des quatre pieds. Donc, il faut véritablement avancer de concert entre les… Je connais parfaitement, j'ai travaillé que là-dedans dans le monde associatif, les lois 1901, etc., etc. Mais je réitère, je pense qu'à un moment donné, dans certaines associations, les équipes pourraient faire beaucoup plus si le conseil d'administration arrêtait de les emmerder. Donc, il faut quand même bien, à un moment donné, pouvoir aussi avoir la vision politique, garder les choses. Il y a une vraie responsabilité des administrateurs et des présidents. Mais en l'occurrence, des phénomènes comme les scopes ou les SIC, etc., peuvent être une formule extrêmement intéressante. Maintenant, il y avait un truc tout bête qui était un peu bête qu'il faudrait faire évoluer, c'est que d'innombrables entreprises privées ne financent plus à partir du moment où vous n'avez plus un statut associatif. Donc, ça a fait reculer aussi beaucoup de gens. Ça, il faudrait pouvoir aller un peu plus loin, mais comment amener des garanties sur la gouvernance à ces financeurs-là, c'est tout débat. Merci. Et du coup, dernière question, a priori, à quel moment faut-il travailler sur l'évaluation d'impact social le plus tôt possible? Est-ce que ça a un lien, du coup, justement, avec le fait de remporter des financements? Bah, écoutez, la réponse est dans la question. C'est que oui, il faut le faire le plus tôt possible. De toute façon, vous êtes contraint. Là, je prends l'exemple de Métamorphose. On a des financeurs qui ont misé sur nous. Voilà, c'est qui ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est tout beau, c'est tout neuf, c'est machin, etc. Et ben, à un moment donné, évidemment, qu'on est en train de rendre compte combien de personnes on a embauchées, qu'est-ce qu'on a fait avec eux, quel parcours on a organisé, commercialement, comment ça marche, etc., etc. Il faut C'est comme quand vous voulez garder des bonnes relations avec vos amis, vos voisins, avec n'importe quelle personne, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours parler, toujours dire comment vous allez, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'échanges à avoir. Et une construction pour avoir de l'argent, c'est construire une relation avec des gens de confiance. Et ça passe évidemment par l'évaluation. Et allez, une dernière, mais ça va être la dernière, comme ça on s'arrête après. Est-ce qu'il est possible d'anticiper la diffusion d'un concept avant qu'on ait fait la preuve du concept, la preuve de l'impact social? Ben, je suis la preuve que oui, mais j'ai envie de dire aujourd'hui, écoutez, on a fait ça parce que c'était les années 80-90. Aujourd'hui,
téléphonez à Marielle, voyez avec la vie ce qu'elle peut faire pour vous, comment vous accompagner, etc., etc. Non, mais je veux dire, à un moment donné, quand on a des ressources à disposition, et moi j'ai vraiment vu la différence entre le XXe siècle et le XXIe siècle en matière d'entrepreneuriat social, tous ces trucs d'accompagnement qui se sont créés à partir de 2000 jusqu'à aujourd'hui et qui ne cessent de se multiplier, et puis ce désert dans lequel on évoluait dans les années 80, 90, et voilà, où effectivement il fallait bien se débrouiller. Donc voilà. Maintenant, une fois de plus, vous pouvez amener tous les accompagnements du monde. D'ailleurs, il y a même des gens, j'ai vu une entrepreneuse sociale l'autre jour, je ne voudrais pas vous le dire, elle me dit, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi mon problème? Je lui dis, tu es trop accompagné. Elle ne pouvait plus, elle ne s'accordait jamais la moindre décision sans avoir l'avis de 3 accompagnateurs. Donc, non, c'est qu'à un moment donné, il ne faut pas que ce soit un frein. Et ça n'enlèvera rien au fait que c'est vous le chef de projet, c'est vous qui devez prendre une décision à un moment donné, malgré tous les conseils et les bons conseils qu'on peut vous donner. Et puis, c'est la nature humaine est ainsi faite, c'est qu'à un moment donné, parfois, on vous donne un conseil. Et d'ailleurs, moi, j'ai eu beaucoup de conseils, je ne vais pas dire sur un truc comme ça, où ça m'a énormément intéressé, mais je savais rigoureusement que j'allais faire le contraire. Après, ça peut être intéressant, du coup. Ça vous, Ben oui, mais voilà, ça vous conforte dans votre... ça conforte dans le truc. C'est ça. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour Jean-Guy pour votre témoignage, vos réponses, et puis merci à tous les participants, participantes pour vos questions et votre attention et d'être restés un petit peu plus avec nous. Vous étiez encore 90 participants jusqu'à 10h40. Donc, comme je le disais avant à ces élèves qui nous ont déjà quittés, on vous donne rendez-vous pour les prochains webinaires. Du coup, on fera un focus à chaque fois sur les différentes stratégies. Pour info, les liens étaient déjà, vous aviez des liens, certains étaient déjà inscrits au prochain webinaire et c'est bien pris en compte. En revanche, là, on fait juste une petite pause sur les inscriptions. C'est un petit souci technique, mais les liens seront à nouveau actifs dans les prochains jours. En tout cas, celles et ceux qui s'étaient déjà inscrits, c'est toujours bien pris en compte. Et on vous tiendra au courant dans une communication par mail dans les prochains jours. Vous recevrez bien sûr le support également. Et merci, lorsque vous quitterez le webinaire, de répondre au questionnaire de satisfaction qui devrait s'afficher dans votre navigateur. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve pour la prochaine session, du coup, autour de la duplication et de la fertilisation. Merci, Jean-Guy, pour votre tour d'expérience. Merci beaucoup et bon courage à tous. Bonne journée à toutes et à tous.